Bonsoir. Donc, nous avons le plaisir, dans le cadre donc, de ce mois du genre édition 2025, d'accueillir Deborah Steinberger, qui est professeure associée de littérature française et comparée à l'Université du Delaware. Elle est spécialiste des écrivaines françaises de l'époque moderne et du théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles. Et elle a particulièrement travaillé, travaille toujours, je crois, sur le Mercure galant. Et elle s'intéresse donc à toutes les innovations proposées par ce périodique. Et c'est sur le Mercure galant qu'elle va travailler ce soir avec nous, qu'elle va nous montrer donc comment on y fait et défait les normes du genre. Alors, c'est dans la presse du XVIIe, on ne sera peut-être pas seulement sur le Mercure galant, elle va nous dire ça. Mais en tout cas, nous avons hâte de l'entendre. Et nous avons, je le dis, grand plaisir à l'accueillir en ces temps peut-être un petit peu difficiles aux États-Unis. Et je crois qu'elle est heureuse d'être parmi nous ce soir. On la remercie. Merci. Merci beaucoup d'être venue. Et je tiens à remercier tout d'abord Véronique Mel et toute l'équipe du Mois du Genre de m'avoir invitée. Je voudrais également remercier, c'est pas assez fort, merci, remercier Laurent Daniel de la Faculté des Lettres pour cette invitation qui m'a beaucoup touchée et je m'en réjouis beaucoup et merci. Bon, tout le monde m'entend bien? Non, pas si bien que ça. C'est comme ça? Oh, oui, ok. Ça, j'entends la différence. D'accord. Bon. Je vais voir l'heure. Ok. Une femme de qualité, en déshabillé élégant, est allongée sur un lit orné, le coude appuyé sur un oreiller à gland. Elle se concentre sur un petit livre qu'elle tient dans ses mains. Un compagnon est assis à ses pieds, dans une pose décontractée. Il porte lui aussi la dernière mode. Sa main s'étend au-delà du petit chien niché à ses côtés, vers le pied délicat de la dame. Une compagne apporte des rafraîchissements. Comme l'homme, elle sourit. S'amuse-t-il d'un passage que la dame lit à haute voix? Ou sourit-il parce qu'elle est tellement absorbée par son livre qu'elle ne se soucie pas de leur compagnie? Une deuxième gravure de la même époque, vers 1688, représente une autre femme noble magnifiquement vêtue, absorbée par le même livre. Elle est assise sur un canapé, sa pose semble légèrement osée. Son pied allongé, révélant le nœud de son élégante pantoufle, suggère le confort, le repos et l'insouciance. La légende de chaque image révèle le titre du volume qui a captivé les deux femmes, le Mercure galant. Qu'est-ce que le Mercure galant et pourquoi est-ce qu'il attire ses lectrices? C'est à ces questions que je tenterai de répondre dans mon intervention ce soir. Ça continue à être... Oui? OK. De 1672 à 1710, Jean Donneau-Duvivier, fondateur et rédacteur en chef du Mercure galant, a publié 488 volumes de ce périodique. Le titre évoque le dieu messager Mercure, associé à l'éloquence, à la communication, au franchissement des frontières et au commerce, et la galanterie, c'est-à-dire la conversation spirituelle et le bon goût de la société polie. Le périodique couvrait un large éventail de sujets, de la science à la philosophie, aux nouvelles militaires, des événements judiciaires, à la musique et à la mode. Certaines de ces innovations centrées sur le lecteur, telles que la publication de lettres à la rédaction ou les concours d'énigmes ou de puzzles, sont toujours d'actualité dans les journaux et les magazines modernes. Le Mercure galant est aussi un magazine littéraire.
qui propose au lecteur de la poésie, des fables et des nouvelles, c'est-à-dire des histoires courtes présentées comme des faits réels avec des personnages contemporains. À de rares exceptions près, chaque numéro contenait 1 à 3 nouvelles pour un total de 373 pendant la période où Donno Divisé dirigeait le Mercure. Bien qu'il s'agisse en grande partie d'un périodique d'information, le Mercure Galant, une publication mensuelle de variété, ressemble à bien des égards davantage à un magazine qu'à un journal comme nous le concevons. Certains, notamment M. Christophe Chouet, expert mondial du Mercure Galant, ici présent, ont soutenu qu'il s'agit plutôt d'un livre que d'un journal, puisqu'il ressemble au recueil en prose et vers qui était en vogue en France à cette époque. Le Mercure s'annonce bien comme un livre dans la s'annonce bien comme un livre dans la préface de son numéro inaugural. Et vous avez la citation que je vais lire. « Ce livre doit avoir de quoi plaire à tout le monde à cause de la diversité des matières dont il est rempli. » Comme vous pouvez le constater, le Mercure Galant ressemblait certainement plus à un livre qu'à un journal. C'était un petit volume de poche de 250 à 350 pages, disponible dans un choix de reliures à des prix variés. Nous ne disposons pas d'informations précises sur le nombre d'abonnés, mais nous savons que le Mercure était distribué dans toute la France et imprimé à Lyon comme à Paris. Ces illustrations, c'est là où je devais changer, souvent sous forme de dépliants, peuvent être considérées comme des pièces de collection. Il s'agit ici d'une gravure de mode, vous avez vu la partition musicale, il y a des dessins d'architecture, des gravures de médaillons et des formations de bataille aussi. Comme les magazines contemporains populaires d'aujourd'hui, le Mercure Galant présentait à ses lecteurs et électrices, ça me gêne de ne pas voir tout le public, voilà, présentait à ses lecteurs et lectrices ce qu'ils voulaient être ou la manière dont ils rêvaient de vivre. Si vous étiez un provincial français au XVIIe siècle, désireux d'imaginer la vie dans un Paris prestigieux ou dans un château aristocratique, curieux des dernières modes et du train de vie des gens riches et célèbres, votre source aurait été le Mercure Galant. Ce curieux amalgame est à la fois un magazine People, un tabloïd, une revue de mode et un véhicule de propagande qui ne cesse de faire l'éloge de Louis XIV et de soutenir sa politique. Le Mercure Galant compte parmi ses prédécesseurs le Mercure français, publication politique annuelle de la première moitié du XVIIe siècle, la Gazette de Théophraste Renaudot en 1631 et deux gazettes en vers, la Muse historique de Jean Loret et la Lettre en vers de Charles Robinet. Les canards qui paraissent dès le XVIe siècle ont aussi laissé leur empreinte sur le Mercure. Il s'agit de brèves publications destinées à un public populaire détaillant des scandales, des crimes et des événements extraordinaires. Des récits du genre incroyable mais vrai apparaissent également dans le Mercure Galant. On y trouve par exemple des descriptions de naissances monstrueuses, des phénomènes apparemment surnaturels et d'autres événements étranges, comme l'apparition à Grenoble d'un insecte couleur d'or à visage humain et à queue de cheval. Et malheureusement, il n'y a pas d'image pour ça, mais je l'ai bien lu. Le Mercure Galant a cette particularité d'employer souvent comme point de départ des histoires qui ressemblent à celles des canards pour créer des contes hybrides aux multiples fonctions. Ainsi, l'histoire d'une charmante jeune femme née avec des pieds de chèvre aurait pu s'inspirer d'un canard ou bien d'un conte de fées. Mais l'histoire ressemble aussi en partie à un roman psychologique. Se déroulant à Dijon à l'époque du Mercure Galant, elle raconte les problèmes conjugaux de la femme, notamment la tentative de son mari de se séparer d'elle quand il découvre
ce défaut monstrueux. Un autre exemple de nouvelle à double emploi ou hybride, des histoires surprenantes et divertissantes de femmes soldats travesties servent en même temps de propagande pro-guerre et pro-Louis XIV. Les deux gravures de mode au début que je vous ai présentées de ces dames de qualité lisant le Mercure galant témoignent de la réputation du périodique en tant que passe-temps élégant, agréable et captivant, qu'il soit solitaire ou social. Elle documente également son attrait particulier pour les femmes. En choisissant l'adjectif galant, qui désigne le comportement d'un homme raffiné, cherchant à plaire et à charmer les femmes, Donneau du Viset distingue le Mercure galant des autres périodiques contemporains. Il associe son entreprise à l'idéal de la sociabilité polie, une forme d'interaction basée sur la conversation et l'échange. Les chercheurs qui ont étudié le concept de la galanterie au XVIIe siècle soulignent qu'il encourage la collaboration culturelle entre les hommes et les femmes. Pour Claude Habib, le terme évoque, je la cite, un milieu mixte où se poursuivait, dans une collaboration joyeuse, le travail renouvelé de l'expression. Comme le décrit la plus grande théoricienne de la galanterie, l'influente écrivaine et contributrice occasionnelle au Mercure galant, Madeleine de Scudéry, l'idéal de la conversation galante implique un véritable échange où l'on adapte son discours aux goûts et aux intérêts de ses interlocuteurs et où on les écoute attentivement. L'attention portée à son interlocuteur engendre l'empathie. Selon Habib, la galanterie en littérature consiste en ce qu'elle appelle un mouvement empathique fort, dans lequel les auteurs s'imaginent à la place d'une femme. Cette volonté chez l'éditeur du Mercure d'essayer de voir le monde à travers les yeux des femmes a séduit une lectrice anonyme, qui dans une lettre publiée dans le périodique en 1677 a émis le souhait que l'auteur du Mercure galant devienne un jour l'historienne des femmes. Cet intérêt pour la vie des femmes n'était pas nouveau chez Donneau du Viset. Les pièces de théâtre qu'il a composées avant la fondation du Mercure galant, dont certaines furent montées par la troupe de Molière, incluent des comédies uniques, style tranche de vie, qui mettent en scène la vie privée des femmes. Elles dépeignent sur un ton comique les moments avant et après un accouchement, avant et après la mort d'un mari. Il s'agit de L'embarras de Godard et La veuve à la mode, respectivement, toutes deux qui datent de 1667. Plus tard, dans le rôle du rédacteur en chef du Mercure galant, Donneau du Viset a continué à représenter l'expérience féminine tout en soutenant la dignité du sexe et en célébrant ses accomplissements. Le Mercure appuyait et louait sans la moindre condescendance les femmes auteurs dont les ouvrages parsèment ses pages, des compositions d'écrivaines célèbres comme Madeleine de Scudéry et Antoinette Deshoulières, de véritables géantes littéraires à l'époque, mais aussi celles des écrivaines moins connues, voire anonymes. Dans un livre sur le Mercure galant paru il y a 20 ans, l'historienne littéraire Monique Vincent appela le périodique la première revue féminine d'information et de culture. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette caractérisation. Je la trouve exagérée, car il me semble évident que le Mercure était, pour emprunter les mots de Donneau du Viset lui-même, un livre universel, qui avait, je cite encore, de quoi plaire à tout le monde et qui se destinait donc à un public mixte. Il est néanmoins vrai que le périodique cultivait un rapport privilégié avec ses lectrices. On s'en aperçoit tout d'abord dans la structure du Mercure. Son format est celui d'une longue lettre adressée à une dame distinguée, fictive, amie de l'éditeur, originaire de Paris, mais qui habite maintenant en province. Ce cadre narratif donne le ton au périodique. Le Mercure galant s'adresse aux femmes comme les égales des hommes et des interlocutrices compétentes.
De nombreuses nouvelles publiées dans le Mercure, un périodique apparemment aligné sur le pouvoir et l'orthodoxie, remettent en question le discours normatif et les pratiques sociales, en particulier en ce qui concerne les relations entre les sexes. Mon approche vise à mettre en évidence les dissonances dans les nouvelles en se concentrant sur la tendance de ces histoires à célébrer les réseaux sociaux féminins, tout en opérant dans les limites d'une société patriarcale dirigée par un monarque absolu, maintenant un équilibre judicieux, mais fragile, entre conformisme et subversion. J'examine donc les façons dont les œuvres de fiction du Mercure déforment et transforment leur portrait de la société contemporaine. Mon approche s'inspire du travail du critique Christian Bier et sa notion de la grimace. Je vous laisse lire la citation, mais je résume. Autrement dit, une simagrée, une simulation, une sorte de masque. Au lieu de fonctionner comme un miroir de la société, affirme Bier, la littérature de la fin du XVIIe siècle est un laboratoire social. Elle modélise de nouveaux comportements et des possibilités inhabituelles. Bier souligne les dénouements stéréotypés de nombreux exemples tirés de la littérature française de la fin du règne, et il suggère qu'elle représente un compromis entre les forces progressistes et conservatrices, un geste qui laisse sa marque sur une œuvre de fiction. Et il a écrit sur le théâtre et sur les romans. L'un des exemples les plus clairs de cette tension entre subversion et conformité aux normes de genre est une nouvelle publiée dans le numéro de novembre 1681 du Mercure galant. Okay, la photo n'a rien à voir, c'est une photo que j'ai trouvée, mais qui représente plus ou moins l'action que je vais résumer pour vous. Comme elle apparaît dans la table des matières du volume intitulé simplement « Histoire », comme des centaines d'autres, par souci de clarté, je l'appelle ici « Maîtresse et serviteur », mais ce n'est pas le vrai titre. Au cours d'une amitié brève mais intense, deux jeunes femmes, une brune et une blonde, s'étaient écrits quotidiennement des lettres d'amour sous les noms de maîtresse et serviteur. Et vous avez ici le commencement de l'histoire. D'abord, il y a cette maxime qui ouvre le récit. Il n'y a point d'amitié si forte qui ne soit sujette à la rupture lorsque l'amour a ses intérêts particuliers à soutenir. Je puis vous en donner un exemple. Et puis l'ouverture, ces deux jeunes personnes prirent un si fort attachement l'une pour l'autre que rien ne semblait égal à leur amitié. Tout ce que l'amour fournit de termes passionnés était employé dans leur billet. Mais serviteur, que le narrateur appelle simplement la brune, devient jalouse quand son prétendant, le conseiller, il n'y a pas de nom propre normalement dans ces histoires, le conseiller, un officier de la cour, l'abandonne pour maîtresse, qui est identifiée dans le récit comme la blonde, qui a gagné son affection à son insu grâce à son caractère doux et engageant. Le ressentiment hostile de la brune continue de croître, même après que la blonde, par loyauté envers son ami, demande au conseiller de cesser ses visites. Elle rejette même une demande en mariage du conseiller, même après que son ancienne amie, la brune, l'insulte et rompt tout lien avec elle. Déçu, le conseiller se retire tristement dans sa ville en province, où il épouse une autre femme pour se guérir de son amour. Quelque temps plus tard, après que la brune se soit mariée et puis soit devenue veuve très très vite, la blonde attire un autre prétendant distingué, un marquis, pour lequel elle ressent de la tendresse. Lorsque la brune vindicative entend parler du couple, elle utilise sa collection de lettres d'amour de la blonde, maîtresse, pour décourager le marquis de demander la main de son ancien ami. En prétendant que les lettres passionnées avaient été écrites au conseiller et qu'elles prouvaient la légèreté de la blonde, la brune réussit presque à empêcher le mariage, car le marquis est consterné par la duplicité et la licence apparente de la blonde.
La brune soutient en outre que le conseiller avait mis fin à ses avances auprès de la blonde par dégoût de sa lascivité. Pour parfaire sa vengeance, la brune aspire à épouser le marquis elle-même, et elle est sur le point d'atteindre son but car dès qu'on lui montre les lettres incriminantes, le marquis rompt ses fiançailles avec la blonde sans explication et il commence à courtiser en effet la brune. Cependant, toujours désireux d'en savoir plus sur le passé de la blonde, le marquis s'arrange pour entretenir le conseiller, qui est à Paris pour des affaires, et les éloges de ce dernier sur la vertu irréprochable de la blonde amènent le marquis à soupçonner qu'il avait mal jugé cette belle personne et l'avait abandonnée peut-être trop précipitamment. Le conseiller, qui voue un profond respect et une grande admiration à la blonde, jure qu'elle ne lui a jamais écrit les lettres en question, ni aucune lettre d'ailleurs. Lorsque le marquis confronte la blonde avec les lettres passionnées, elle admet les avoir écrites, puis l'étonne en révélant l'autre moitié de la correspondance, ses propres lettres de serviteur, la brune. Le marquis reconnaît l'écriture de la brune et comprend enfin qu'il a été dupé par une femme malveillante et que sa bien-aimée est innocente. La blonde finit par pardonner au marquis son injustice envers elle et le couple se marie peu après. Lorsque la brune apprend leur mariage, elle se retire à la campagne et pour cacher sa colère et sa honte. L'histoire se termine par l'avertissement suivant, adressé à la correspondante fictive de l'éditeur, Madame. Voyez, Madame, c'est là-bas, combien quelquefois il est dangereux de condamner sur les apparences. Encadré par des maximes, c'est la maxime d'ouverture et puis de la conclusion, et explicitement qualifié d'exemple dans son premier paragraphe, l'histoire de maîtresse et serviteur est présentée comme un conte didactique. Mais si c'est le cas, que nous enseigne-t-elle exactement? Lorsque nous réexaminons les maximes du début et de la fin, nous constatons qu'elles sont quelque peu énigmatiques et que ni l'une ni l'autre ne semblent tout à fait correspondre à l'histoire. La première, il n'y a point d'amitié si forte qu'il ne soit, etc., compare l'amitié à l'amour, dont le lien le plus fort est désigné par une majuscule. Mais de quel amour s'agit-il? Quels personnages de cette histoire sont les amis et lesquels sont les amants? La neutralité de genre de l'expression complique la tâche d'interprétation. Elle contraste avec une maxime similaire de La Rochefoucauld qui ne s'appliquait qu'aux femmes. Ce qui fait que la plupart des femmes sont plus touchées de l'amitié, c'est qu'elle est fade quand on a senti de l'amour, mais c'est juste pour les femmes, alors que ce n'est pas le cas ici. L'amitié sujette à la rupture semble être celle des deux femmes, la brune et la blonde. Et en effet, cette amitié ne survit pas à leur incursion sur le marché du mariage et à leur première fréquentation. Ces dernières, des relations hétérosexuelles, sont vraisemblablement ce qu'on entend par amour à majuscule. Cependant, ni la blonde ni la brune ne tombent amoureuses de leur premier prétendant sérieux, le conseiller. Le conseiller pour la blonde et puis le mari éphémère de la brune. De sorte que la rupture des jeunes femmes, qui suit immédiatement la décision du conseiller de poursuivre la blonde, n'est pas vraiment précipitée par l'amour de l'une ou de l'autre pour une tierce personne. La brune n'exprime pas une seule fois son amour pour le conseiller, elle ne montre que son ambition d'épouser cet homme riche et respectable. Ainsi, en réalité, l'amour ne supplante pas l'amitié dans le cas de ces jeunes femmes. Leur amitié prend fin brusquement à cause de la jalousie de la brune lorsqu'elle apprend que le conseiller s'intéresse à son ami. En fait, l'amitié que les femmes entretiennent avant que le conseiller n'entre dans leur vie est le sentiment le plus puissant dépeint dans l'histoire. Selon le narrateur, je répète, rien ne semblait égal à leur amitié. Cette amitié est suffisamment forte pour inspirer les lettres extraordinaires qui causent tant de problèmes plus tard et suffisamment puissante pour contraindre la blonde à refuser la demande en mariage du conseiller.
En effet, l'attachement de la blonde pour la brune semble plus solide que l'amour que son prétendant, le marquis, éprouve pour elle, car lui, ils auront immédiatement leur fiançailles sans bien examiner la vérité des lettres incriminantes qui lui sont présentées et sans expliquer ses actions à la blonde. La maxime finale de la nouvelle, voyez madame combien quelquefois il est dangereux de condamner sur les apparences, au lieu de reformuler ou de renforcer l'adage d'ouverture sur l'amour et l'amitié, met en évidence un thème différent, la folie de fonder ses jugements sur les apparences. Cette deuxième maxime peut également être interprétée de différentes manières. Elle pourrait servir d'avertissement à ceux qui envisagent de choisir un conjoint, comme le marquis qui se précipite pour juger après avoir lu les lettres que la brune lui présente. La maxime pourrait également s'appliquer à la brune qui, se basant sur les apparences, juge mal son amie innocente. D'un autre côté, l'adage final sur les fausses apparences peut s'appliquer au récit lui-même, et dans ce cas, l'ambiguïté de la maxime d'ouverture semblerait intentionnelle. Au-delà des affirmations sur le pouvoir relatif de l'amitié et de l'amour, au-dessous du dénouement genre conte de fées, c'est-à-dire le mariage de la blonde avec son marquis, se cache une autre histoire. Le sujet principal de celle-ci est précisément le problème de l'interprétation, le défi de discerner ce qui est refoulé, supprimé ou caché à la vue, dans ce cas, le lien érotique entre les deux jeunes femmes. Maîtresse et serviteur est finalement une histoire complexe et ambiguë, d'affection, d'obsession et de jalousie, et la correspondance des jeunes femmes sert de débouché à leur sexualité refoulée. Au lieu de se concentrer sur le pouvoir relatif de l'amour et de l'amitié, comme promis dans les premières lignes, l'histoire remet en question les définitions de ces deux termes et la frontière entre eux, et explore comment les deux types d'attachement peuvent diverger des visions socialement sanctionnées du mariage. Derrière l'histoire de maîtresse et serviteur se cache une expression d'insatisfaction à l'égard des normes sociales régissant le mariage. Les amis passionnés, comme le marquis idéaliste, il hésite longtemps avant de décider d'épouser la blonde, rejettent l'institution en tant que transaction économique sans garantie d'épanouissement personnel ou émotionnel. Cette nouvelle joue donc avec les attentes des lecteurs. Ni la maxime d'ouverture, ni celle de conclusion ne résument les idées principales du conte. Pour reprendre un terme de Christian Bier, elle semble plaquée, ajoutée après coup. Cette nouvelle ouvre ainsi un espace de dissidence, de voix supplémentaires, même si elle adopte le masque de la morale conventionnelle. Elle correspond ainsi à ces grimaces qui révèlent les failles ou les tensions de la société française du XVIIe siècle. La grimace occupe ici l'espace entre le problème, le nœud, le désordre et plus précisément le désir homo-érotique et un dénouement qui rejette toute la faute sur la brune et rétablit finalement l'ordre patriarcal en bannissant la femme indisciplinée. Nous voyons le marquis pris dans cet espace perplexe face aux divergences entre le récit du conseiller et la version des événements de la brune. Sa vision patriarcale, je parle du marquis, du monde, limite sa capacité à comprendre le récit, à décoder l'énigme. Si le conseiller n'a pas épousé la blonde, raisonne-t-il, c'est qu'il y avait un défaut chez la jeune femme, car son père ne lui aurait certainement pas permis de rejeter un homme aussi digne. Et je cite le texte, il lui parut que le père de la belle eût dû se servir de son pouvoir pour la contraindre d'épouser le conseiller. Dans Maîtresse et serviteur, la maxime d'ouverture, comme nous l'avons vu, indique que la morale sous-jacente de l'histoire est l'idée patriarcale selon laquelle le mariage est pour les femmes l'idéal et la forme la plus élevée de l'amitié, et qu'il devrait éclipser la relation d'une femme avec ses amis, eux. Cependant, à ce discours normatif s'ajoutent des voix concurrentes. Après le mariage de son ancienne amie, la brune, qui représente d'une part simplement une femme méchante, mais d'autre part une amitié transgressive, est humiliée et exclue. Mais
Elle est ensuite réintégrée symboliquement dans un paragraphe qui suit les derniers mots de l'histoire. Il s'agit d'une sorte de fin alternative sous forme d'un rapport sur une nouvelle mode littéraire. Le lecteur est informé que de nombreuses femmes utilisent actuellement les noms de maîtresses et serviteurs pour entretenir une correspondance galante avec leurs amis. Pour illustrer cette tendance, le narrateur fait suivre la nouvelle d'un poème d'amour, un galant rondeau, écrit par une certaine Madame... Oups! Voilà. Écrit par une certaine Madame la comtesse de Maroupion de Marseille, qui entretient avec une autre femme un échange épistolaire qui ressemble à celui de maîtresse et serviteur. Voilà la citation. Quoique les noms de maîtresse et de serviteur aient pensé désunir deux cœurs que l'on pourrait dire formés l'un pour l'autre, ils ne laissent pas d'être fort communs parmi les belles. Le galant rondeau que vous allez voir en pourrait servir de preuve. Il est de Madame Baba qui, prenant le nom d'amant avec une dame de la même ville, a fait ce rondeau pour elle et l'a adressé à un gentilhomme qu'elles ont choisi pour confident de leur passion. La correspondance donc entre la blonde et la brune n'est pas si inhabituelle après tout. Alors que dans le premier paragraphe de l'histoire, le narrateur avait insisté sur l'intensité de leur attachement, rien ne semblait égal à leur amitié. Leur correspondance passionnée est ici assimilée à un jeu littéraire à la mode et assez répandu, valorisé par sa noble participante qui a en effet le dernier mot dans la nouvelle Maîtresse et serviteur. L'inclusion du nom complet de l'auteur cité, Madame la comtesse Baba, je n'ai trouvé aucune trace de cette dame, malgré son titre et tout. J'ai consulté les archives de Marseille et de la région, rien. Cette inclusion de son nom complet confère de l'autorité à l'histoire, semble la cautionner et l'authentifier et contraste fortement avec l'anonymat des personnages de la nouvelle. On pourrait rejeter la correspondance entre deux jeunes bourgeoises anonymes comme l'effet d'une folle ardeur ou d'une expérimentation juvénile, en tout cas purement fictive, mais on serait moins enclin à rejeter les choix littéraires et sentimentaux de Madame la comtesse. En citant et en publiant le poème de Madame de Maroupion à sa maîtresse, à la fin de l'histoire, le narrateur semble approuver l'échange amoureux entre la blonde et la brune. La nouvelle Maîtresse et serviteur semble, dans sa conclusion, mettre surtout l'accent sur le pouvoir du langage, en particulier le langage des femmes, qui peut tromper même un homme perspicace comme le marquis, en créant des scénarios ludiques et des mondes alternatifs. Si de nombreuses nouvelles de Mercure défendent les normes patriarcales et les structures familiales traditionnelles, du moins ouvertement, un nombre impressionnant d'entre elles remettent en question les conceptions traditionnelles du mariage, en particulier du point de vue de la femme. Par exemple, une nouvelle de 1695, qui s'appelle « La fierté sied bien aux jeunes personnes », présente un portrait élogieux d'un couple qui choisit l'indépendance plutôt que le mariage, quand la jeune femme hérite d'une belle somme d'argent. En fait, l'homme hésitait secrètement à accepter les contraintes du mariage et sa fiancée le comble de joie, je cite le texte, en lui annonçant sa décision de rester célibataire tout en le gardant comme ami. Je cite le texte encore, « Elle paraît être la plus contente du monde et toujours dans sa résolution de ne dépendre jamais que d'elle-même. » Dans le Mercure galant, des nouvelles comme « Pied de chèvre », qui date de 1686, et l'histoire des faux cheveux, que je vais vous présenter dans une minute, critique le mariage. Plus spécifiquement, elle attire l'attention sur l'injustice que subissent les femmes lorsqu'elles sont marginalisées en raison d'un attribut physique que leur mari associe à un défaut moral ou qui déplaise tout court. Elle s'oppose au système deux poids deux mesures qui favorise les hommes en tant que juges et arbitres de la valeur d'une femme
Un thème que nous avons également observé dans Maîtresse et serviteur, dans le rejet mal avisé et trop hâtif de la blonde par le marquis lorsqu'il la soupçonne de mauvaise conduite. Dans Pied de chèvre, un mariage heureux est perturbé lorsque le mari découvre que sa femme a les pieds d'une chèvre. Au début de leur relation, elle avait tenté discrètement de le dissuader de l'épouser, invoquant son aversion particulière pour les pieds nus. Après de nombreuses insistances de la part de l'homme amoureux, elle finit par accepter de l'épouser tout en prenant garde à cacher ses pieds pendant 5 ans, même au lit. Par respect pour sa femme, le mari a eu la même conduite. Après la découverte, survenue lors d'une saignée de la dame, le mari, horrifié, demande la séparation. Une fois devant le juge, cependant, le mari change d'avis. Il réalise son erreur, retrouve soudain son affection initiale pour sa femme. Il demande que sa plainte soit rejetée et que sa faiblesse soit pardonnée. En fin de compte, c'est le mari et non la femme qui est dépeint comme défectueux. Et vous avez la citation. Le gentilhomme, plus amoureux que jamais, conjura sa femme d'oublier ses faiblesses et de retourner chez lui. Mais ils ne vivent pas heureux pour toujours, car à la fin du récit, elle refuse toujours la réconciliation. C'est finalement une histoire édifiante qui célèbre la dignité et la vertu de l'épouse méprisée. Dans l'histoire des faux cheveux, qui date de 1778, l'objection d'un mari à l'apparence de sa femme semble plus frivole. Il cherche à mettre fin à son mariage lorsqu'il découvre que sa femme porte une perruque qui l'a amené à penser qu'il avait épousé une blonde. Elle est naturellement rousse. Au lieu d'une scène de tribunal comme celle de Pied de chèvre, le jugement du public prend la forme des réponses des lecteurs à l'invitation de l'éditeur à partager leur opinion sur le cas du mari contre sa femme. Une défense de la femme est publiée quelques mois plus tard. Un contributeur anonyme condamne le comportement du mari comme étant ridicule et insensé. Avec cette histoire, le Mercure semble remettre en question le double standard selon lequel les défauts corporels nuisent davantage à la valeur des femmes qu'à celle des hommes. Et j'espère, s'il y a des roux et des rousses, j'espère ne pas vous avoir offensé. C'était un préjugé à l'époque, dans certains traités de physionomie, que avoir des cheveux roux, c'était dénoter un caractère impudent. Selon le Mercure... C'est la seule? Non? Bon. En tout cas, selon le Mercure galant, les femmes valent bien autant que les hommes et peut-être même plus. Dans le premier numéro de l'extraordinaire du Mercure galant, un supplément au périodique, Donneau de Visé déclare à ses lectrices, je cite, « Le Mercure galant fait bien plus de cas de vous que des hommes. » Il parle ici spécifiquement des écrivaines, mais cette préférence découle de sa haute estime pour les femmes en général. Il apprécie l'écriture des femmes en grande partie parce qu'il apprécie les perspectives des femmes. Deux autres types de nouvelles, les aventures des femmes soldats et les histoires mettant en scène des femmes poussées à la violence, affirment la valeur et le courage du sexe féminin. De plus, en s'attardant sur les facteurs atténuants tels que la violence conjugale, le mariage forcé ou les promesses non tenues qui menacent l'honneur d'une femme ou son bien-être économique, ces histoires mettent en lumière les problèmes sociaux de l'époque. Dans nombre de ces nouvelles, des femmes armées se délectent de la liberté que leur procure une tenue masculine pour attaquer et vaincre une foule d'ennemis. Des vieillards lubriques qui voudraient les épouser contre leur gré, d'anciens amants se vantant de leur conquête, des violeurs en puissance et des maris jaloux et contrôlants. Les armes létales, pistolets, épées, les instruments dans ces fantasmes de vengeance compensent symboliquement l'impuissance relative des femmes à cette époque pour changer leur vie. Dans l'histoire de la promesse de mariage volée qui date de 1679, une jeune fille travestie utilise des moyens violents pour éviter le mariage avec un octogénaire. Dans l'aventure tragique d'Angers, une épouse maltraitée s'habille en homme et aborde son mari dans la rue, le blessant mortellement avec son épée.
Et dans une histoire de 1685, une jeune femme tente de forcer un homme de tenir sa promesse de l'épouser en le tenant à bout portant de son arme. Dans les récits de femmes soldats, le Mercure attire les lectrices en créant un personnage qui transcende la différence des sexes. Malgré sa modestie et son désir de se fondre dans ses camarades, quand elle est enrôlée, la femme soldat de ces histoires est un personnage au talent exceptionnel. La protagoniste d'une nouvelle de 1692, par exemple, décrite comme une vaillante et aimable fille, est une excellente tireuse et une combattante remarquable. Son histoire est présentée d'abord comme une histoire d'amour. La protagoniste anonyme est sur le point de se marier lorsque son fiancé est incité par ruse à s'engager dans l'armée. La fiancée, une jeune femme déterminée et pleine de ressources, tente d'obtenir sa libération en rencontrant son commandant. Mais ce capitaine au cœur dur se moque de son ardeur et refuse de libérer son fiancé. Après cet outrage, son désir de vengeance prend le pas sur son amour pour son fiancé. Elle tend une embuscade au capitaine et elle le tue. Pour échapper à toute reconnaissance, elle s'enfuit, habillée en homme. Peu de temps après, elle rejoint un régiment et devient elle-même une soldate accomplie. Après son évasion, ni le fiancé ni les projets de mariage sont plus mentionnés à nouveau. Au fil des ans, elle conserve son déguisement et sert vaillamment le roi. À un moment donné, elle vient au secours d'une jeune fille qu'un de ses camarades a l'intention de violer et elle blesse grièvement l'agresseur. Lorsque cette héroïne est elle-même blessée au combat, son sexe est enfin révélé et elle est arrêtée. Le narrateur admiratif exprime alors le vœu que la femme soldat soit pardonnée pour la mort du capitaine. Le principal crime de l'histoire, selon le narrateur, ce n'est pas le meurtre de l'homme, mais le refus de celui-ci d'écouter l'histoire de la femme. C'est lui le méchant de l'histoire. La plupart des autres récits de violence commis par des femmes s'apparentent davantage à des fantasmes de vengeance qu'à des fictions réalistes. Des amants infidèles et des maris jaloux sont assassinés ou tenus en joue par les femmes qu'ils ont offensées sans aucune perspective de punition pour les tueuses. Ces histoires expriment de façon cathartique les pensées et les pulsions agressives de ces femmes envers leurs partenaires intimes, infidèles ou violents. Presque toutes les histoires du Mercure galant impliquant des violences commises par ou contre des femmes mariées font allusion à la violence conjugale de la part du mari. Enfin, une nouvelle de février 1686 décrivant une vengeance sanglante, déjouée, illustre l'approche particulière du Mercure à des histoires de crimes passionnels. Ce récit de vengeance violente, teinté de galanterie, se distingue par la mise en scène de l'écoute de l'histoire d'une femme en détresse. Le personnage principal de l'histoire est une adolescente qui, armée de 2 pistolets, pénètre dans la maison d'un ancien prétendant, cherchant à se venger de sa trahison. L'homme qu'elle traque est un marquis qui l'avait assidûment courtisé avant de partir à la conquête d'une autre femme. Un matin de bonne heure, la jeune personne entre dans la chambre du marquis et tente de lui tirer dessus pendant qu'il dort. Elle rate son coup, et alors qu'elle s'apprête à tirer une seconde fois, elle se rend compte que la personne dans le lit n'est pas la cible visée, mais un invité du marquis. Celui-ci, le narrateur l'appelle le cavalier, au lieu d'appréhender son agresseuse ou de crier, laisse la jeune femme s'échapper. Le cavalier cherche ensuite son assaillante pour entendre sa version des faits. Il calme la jeune femme désemparée et l'écoute avec compassion. Puis lui conseille de cultiver son estime de soi. Et je cite le texte, « Il lui fit comprendre que le marquis, ne méritant pas qu'elle se fît pour lui aucune affaire d'éclat, c'était par le seul mépris qu'elle devait se venger de sa perfidie. Il la raisonne et l'aide à voir les conséquences négatives de ses actions. En conversant avec la jeune femme, son estime pour elle grandit. Avec le temps, le cavalier la guérit de son attachement pour le marquis. Ils tombent amoureux, se marient et jouissent d'une éternelle tendresse. » Beaucoup d'éléments dans cette histoire paraissent invraisemblables, à commencer par la solitude de la jeune fille dans sa crise,
Elle est décrite comme agissant seule. Apparemment, elle n'a ni famille ni amis à qui se confier avant de recourir à la violence. Et personne n'intervient pour empêcher son accès aux armes à feu ou à la chambre du marquis. Après l'attentat, la sympathie et l'estime du cavalier pour celle qui l'avait attaqué sont également un peu difficiles à croire. Dans la France du XVIIe siècle, comme c'est le cas aujourd'hui, le meurtre avec préméditation était l'un des crimes les plus graves. L'état d'impuissance de la victime endormie aurait certainement été considéré comme un facteur, une circonstance aggravante, et le simple port d'armes à feu par des citadins civils était dans la plupart des cas illégal. Mais malgré ces graves infractions, la femme armée dans cette histoire est présentée comme une héroïne qui n'a besoin que des séances de thérapie, l'intervention de l'amable cavalier, pour être dissuadée de se venger de sang-froid. Une façon de comprendre cette nouvelle invraisemblable et de réconcilier au moins partiellement ces contradictions est de voir dans la figure du sympathique cavalier une personnification du Mercure galant. Les conversations qu'il entretient sont une source de réconfort pour l'héroïne lésée de l'histoire. Au centre du récit se trouvent des scènes de narration et d'écoute. Le périodique, ici incarné par le gentil cavalier, se présente comme un chevalier en armure étincelante, une source de consolation pour les femmes. Cette caractérisation est conforme à la personnification du Mercure en amant fidèle dans l'épître dédicatoire aux femmes, aux dames, du premier numéro de l'extraordinaire du Mercure galant, qui était un supplément au Mercure galant. Voilà, mesdames, les sentiments passionnés que le Mercure galant a pour vous. Il vous répond de sa constance et vous assure que si chaque amant en a autant pour chacune de vous qu'il en aura pour tout le beau sexe, vous ne vous plaindrez jamais d'aucune infidélité. Le message sous-jacent de ces nouvelles est une expression de compassion pour les femmes qui endurent et qui finissent par rejeter la violence domestique ou le déshonneur. Le Mercure galant qui paraît chaque mois effectue une sorte de réparation en jouant le rôle d'un partenaire compatissant et stable qui écoute et comprend. Cette relation est mise en scène dans l'épilogue d'une nouvelle de 1680, une histoire comique qui raconte l'humiliation d'une mère coquette et ridicule qui sacrifie le bonheur de sa fille à sa vanité. Elle avait reculé le mariage de sa fille pour jouir des attentions des soupirants qui la recherchaient. L'épilogue diminue le caractère burlesque de cette protagoniste en mettant en avant le rapport entre cette femme mûre ou ses semblables et le Mercure galant. L'éditeur associe la mère coquette de l'histoire à une lectrice solitaire qui lui avait récemment écrit pour demander son aide. Et il cite la lettre envoyée par cette personne anonyme. « À présent que je commence à vieillir, je suis au désespoir de ne pouvoir plus me divertir de la même sorte. Tout me paraît fade et insipide. Je m'ennuie et rien ne me donne du goût. Je m'adresse donc à vous, mon cher Mercure, non pas pour coqueter avec vous, car quoi que ce soit un de vos métiers, cela ne me suffirait pas, mais pour vous prier de proposer au public d'écrire pour consoler une coquette qui vieillit, afin que j'apprenne des gens sages ce que je dois faire pour m'empêcher de mourir de chagrin. » Ce passage remarquable et ce recadrement du personnage réintègre la figure de la femme exclue, comme c'était le cas dans les nouvelles du Mercure, de Maîtresse et Serviteur et de Pied de Chèvre, invitant l'identification de la part des lectrices. Donc, pour conclure, le Mercure galant a cultivé un lectorat féminin en prônant, à travers ses nouvelles, une société plus égalitaire. En entremêlant des histoires contemporaines sur la vie des femmes et des nouvelles officielles dans les pages du Mercure galant, Jean Donneau-Duvivier a fait passer le message que les femmes comptent. En tant qu'auteur et éditeur, il a composé et sélectionné pour son périodique des nouvelles qui abordent des questions touchant les femmes dans une société où il n'y avait pas encore, aux yeux de la loi, un statut de personne à part entière. Il a utilisé la fiction sous couvert d'événements authentiques et actuels pour remettre en question les normes de genre de la France du XVIIe siècle. Je vous remercie.
Donneau de Visé lui-même composait beaucoup pour le Mercure Galant. Est-ce qu'on a une idée de la répartition du lectorat entre hommes et femmes? Est-ce qu'il y a des données ou Malheureusement pas, mais ce que je cite dans mon livre, c'est que dans des concours d'énigmes, il y a toujours, au début au moins, il y avait des listes de ceux et de celles qui avaient répondu. Et là, il y a beaucoup de femmes qui ont répondu. On sait que Madame de Sévigné est une lectrice et elle parlait avec sa fille des articles qui avaient paru dans le Mercure Galant. Ce n'est pas une bonne réponse. Je crains qu'on n'ait jamais la liste, n'est-ce pas, des abonnés, mais ce que j'ai lu indique qu'il y avait beaucoup de femmes qui lisaient. À nouveau, merci beaucoup pour tout ceci. C'était une question par rapport à Donneau de Visé en lui-même. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il a décidé de lancer le Mercure Galant et de le centrer principalement sur ce lectorat féminin avec des histoires centrées sur différents personnages féminins? Est-ce qu'on sait pourquoi? Je crois que dans un sens, c'était personnel. Si je juge d'après son œuvre dramatique, vers la fin de sa carrière, il a également une pièce qui s'appelle La Vengeance. Oh, je vais oublier maintenant. Est-ce que Les Dents Vengées, merci beaucoup. Et c'est la même thématique. Je crois qu'en partie, ça fait partie de sa personnalité, mais c'était aussi une décision de marketing. C'était est-ce qu'on dit en français niche? C'est-à-dire, il reconnaissait qu'il n'y avait pas de publication. Et je dis ça, mais en même temps, évidemment, ce n'était pas que pour les femmes, mais il a vu que c'était une bonne manière de s'attirer plus d'abonnés. Oui. Merci beaucoup, c'était très riche. Alors, on a beaucoup parlé d'histoires parues, en effet. Et à un moment, vous avez mentionné qu'il y avait certaines histoires qui étaient un point de départ de contes hybrides. Par exemple, un départ, pardon? Qu'il y avait en effet des contes hybrides qui étaient inspirés des histoires qui sont parues. Mais ma question serait, est-ce qu'au cours de vos recherches, il s'avère qu'il y a eu carrément des auteurs ou des romans qui ont été plus ou moins inspirés par ces histoires qui ont paru dans le Mercure Galant? C'est une excellente question. Je vais dire tout d'abord, ce n'est pas exactement ce que vous avez demandé, mais il y a des contributeurs comme Charles Perrault. C'est dans le Mercure Galant qui a apparu pour la première fois La Belle au bois dormant. Donc oui. Et puis, à l'intérieur du Mercure Galant, on va citer la nouvelle du mois dernier. On va citer bien sûr La Belle au bois dormant dans une autre nouvelle. Qu'est-ce que je voulais dire encore Il y a une histoire, et c'est bizarre, mais c'est une histoire où il raconte l'histoire d'une femme soldat, et puis un mois après, il dit « Ah non, je me suis trompé, c'était un imposteur, et le vrai chevalier Balthazar, c'est le nom de ce personnage un peu légendaire, on ne sait pas si elle a existé, il y a des romans, mais ces romans sont postérieurs à cette mention du chevalier Balthazar. Mais il est difficile de savoir à quel moment est-ce qu'on a commencé à parler d'elle, n'est-ce pas? Et il y a même un roman, j'oublie l'année exacte, où il est question du chevalier Balthazar. Et dans le roman, elle voit de loin un autre chevalier Balthazar et elle dit non, c'est pas la bonne. Donc il y a une sorte de multiplication. J'ai trouvé des citations dans le Mercure Galant qui ont été recopiées dans l'un de ces romans sur le chevalier Balthazar. Difficile de savoir, n'est-ce pas? C'est dans la suite de cette question, pendant toute votre présentation, j'ai beaucoup pensé à Balzac, qui a beaucoup écrit pour les femmes, alors on est un siècle et demi après, et notamment par rapport à la nouvelle La maîtresse et le serviteur, j'ai pensé aux mémoires de deux jeunes mariés, qui est un roman épistolaire entre une brune et une blonde. Alors, elles ne se changent pas des lettres
passionnée. Donc il y a beaucoup moins d'ambiguïté, c'est ça qui est intéressant entre le 17e et le 19e justement, où cette fois-ci c'est la blonde qui est passionnée et qui, elle, en cherchant l'amour, meurt de frustration à 30 ans. Comme voilà. Elle rate ses mariages pour aller rapidement, et la brune, elle, utilise un homme pour mener la vie qu'elle veut, un homme un peu plus faible qu'elle. Mais il y a un peu cette idée de où est l'amour, où est l'amitié, qu'est-ce qui est le plus fort, et je sais que Balzac mentionne parfois le Mercure galant, pas comme forcément une inspiration, mais ça revient dans certaines de ces nouvelles, notamment qui se passent. Une d'elles se passe au XVIIe siècle, de mémoire, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai que La Brune et la Blonde, alors c'est facile, on le retrouve dans bien d'autres romans, mais quand vous en parliez avec cette histoire d'amitié, elles s'écrivent, j'y ai pensé de loin. Non, mais c'est passionnant, c'est très intéressant, d'autant plus que je crois, si je ne me trompe pas, que l'incorporation de la fiction dans un journal, dans un périodique, c'était nouveau, plus ou moins. Donc ça, c'est intéressant. Dans mon livre, je parle beaucoup de la blonde et la brune, comme la formule de Conte-fait. C'est toujours... j'étais très fâchée quand j'étais petite parce que j'étais brune et c'est toujours la blonde qui devait jouer le rôle de la princesse. Donc il y a toute une série de contes-faits où c'est la blonde est fabuleuse et la brune, c'est la méchante. Donc oui. Je veux copier le titre de cette œuvre et la lire. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Je me demandais, au fond, là, tu as beaucoup parlé de nouvelles, mais qu'est-ce que ça change de publier ces nouvelles dans un journal plutôt que sous la forme de nouvelles? Qu'est-ce que, en termes de médias, la presse change en possibilité ou en pouvoir de revoir les normes du genre? Ça, c'est la question. Mais je crois qu'il y a dans le Mercure galant, on dit « je viens d'apprendre cette nouvelle ». Voilà, donc c'est toujours une nouveauté, c'est quelque chose qui vient de se passer et qui donne pour vrai. C'est pas vous allez lire d'agréables histoires qui vont... non, pas du tout. C'est... je viens de recevoir... c'est comme un reportage. C'est vraiment breaking news. Oui, donc c'est comme si c'était vrai. Est-ce qu'on était dupe? Mais oui, parfois il est très difficile de repérer ce qui est vraiment... mais ce que j'ai découvert au fil de mes recherches, c'est que Monique Vincent, par exemple, elle a écrit un grand livre sur le Mercure galant, elle disait « oui, ça c'est vrai », parce que il y a une référence à un cas, un procès, voilà. Donc elle l'a pris pour vrai et finalement, quand on creuse un peu plus, tout ça c'est de la fiction. Ça n'a jamais existé. Même elle a cité, il y a l'un de mes histoires, je ne sais plus lequel, un meurtre horrible à Arles. Elle a dit, ça c'est vrai parce que Madame de Sévigné l'a cité dans une lettre à sa fille. Mais quand on relit cet échange entre Madame de Sévigné et sa fille, c'était comme si elles étaient engagées à faire une sorte de concours de nouvelles surprenantes. Donc c'est pas voilà une chose qui s'est vraiment passée, c'est tu as raconté ça, moi je vais te raconter ça. Donc finalement, ça ne voulait pas dire que c'était vrai, cet horrible, ce double meurtre à Arles. Ouais. Bon, et merci beaucoup pour cette occasion d'échanger avec vous. Et à la prochaine fois. Merci.